Intelligence avec le professeur Jean-Hugues Roy, qui a une carrière de 25 ans en journalisme et depuis 12 ans, il est professeur à l'École des médias de l'UQAM. J'ai personnellement fait son accompagnement pour sa présentation et je le décrirais comme une personne euh, qui est au fait des dernières tendances, qui est terre à terre et qui est toujours prêt à s'amuser. Durant sa présentation sur ChatGPT et l'avenir du journalisme, il va nous expliquer comment il est parvenu à se réconcilier avec l'intelligence artificielle. Merci de l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. On avance ici, on recule. Mon Mac. Ah, ok. Fait que je vais Parfait. mettre mon petit pointeur. Merci beaucoup, Alexis. Merci d'être là, alors que c'est les francopholies juste, juste là, à l'extérieur. Je pense que c'est Choses sauvages qui commence son spectacle là, à l'instant. Donc, j'apprécie votre présence d'autant plus. Alexis l'a dit, vous ne les voyez pas, là, mais j'ai deux chapeaux. Un chapeau de prof et un chapeau de... Allez, viens ici, toi. Technicien, oui. Un chapeau de prof et un chapeau de journaliste aussi. La présentation commence un peu plus tard que je pensais, mais ces deux chapeaux modulent, si on veut, le regard que j'ai sur la relation entre l'intelligence artificielle et l'information. Comme prof, l'intelligence artificielle, ça m'écoeure. Okay? Je vais vous expliquer pourquoi. Comme journaliste, voici le chapeau que je voulais faire apparaître tout à l'heure. L'intelligence artificielle, elle me fait plutôt peur. Puis je vais expliquer aussi pourquoi. Mais quand je combine ces deux chapeaux-là, comme prof de journalisme, bon, là, j'ai mis un petit cœur pour faire mettre un autre emoji, mais ça ne veut pas nécessairement dire que j'adore l'intelligence artificielle. Disons que c'est un amour qui n'est pas, qui est pas inconditionnel. Vous allez le voir aussi. Alors, ça ne marche pas. Voilà. Intelligence artificielle et information comme professeur. C'est une collègue de l'Université du Québec en Outaouais, Martine Peters, qui nous rappelle que IA, c'est aussi l'acronyme d'intégrité académique. Alors, il existe des détecteurs de l'intelligence artificielle, de la production de textes, pour voir si ils ont été produits ou non par de l'intelligence artificielle. Et j'ai fait une étude sur l'un de ces textes. C'est une expérience avec l'un de ces détecteurs qui s'appelle GPT-0, qui a été programmé par un étudiant en informatique canadien là, de l'Ontario. Ce que j'ai fait, donc, j'ai fait une expérience avec 300 textes. J'ai commencé par des articles journalistiques. J'en ai pris 100, rédigés par des êtres humains, des vrais journalistes. Et là, j'ai pris 100 autres articles, en fait, juste les titres de 100 autres articles, et j'ai demandé à GPT-3, à l'époque, de me rédiger 100 articles à partir de ces titres-là. Et j'ai aussi pris 100 autres articles et le début de ces articles-là, et seulement le début, et j'ai demandé à GPT de les compléter. Voyez-vous, donc j'ai 300 textes, 3 corpus différents. Comme GPT-0 est poche en français, j'ai traduit tout ça en anglais avec DeepL et j'ai soumis l'ensemble de ces textes à GPT-0. On ne remplira pas le tableau des résultats ici, mais vous voyez, il y a, on ne voit pas le petit pointeur, mais il y a 5, je les ai classés les résultats en 5 catégories. Ça veut dire que GPT-0 a dit, évaluait, jugeait que le texte avait une grande probabilité d'avoir été rédigé par un être humain. Et à l'autre bout, IA++, vous avez compris que ça veut dire que GPT-0 considérait qu'il y avait une forte probabilité que le texte ait été rédigé par un système d'intelligence artificielle. Alors, on ne remplira pas donc le tableau, mais allons droit au but. Avec les 100 articles humains, rédigés par des humains, voyez-vous, GPT-0 a jugé que 3 d'entre eux avaient probablement été rédigés par un système d'intelligence artificielle. C'était des faux positifs. Et c'est assez grave. On ne veut pas ça. On ne veut pas que ça arrive. On ne veut pas qu'un texte qui a vraiment été écrit par un de nos étudiants, une de nos étudiantes, qu'on la soupçonne de plagiat après avoir soumis son texte dans cette moulinette. Et à l'autre extrémité, il y avait 82 textes rédigés par des êtres humains qui étaient jugés, pour lesquels GPT-0 estimait qu'ils avaient probablement été écrits c'est-à-dire rédigés par l'intelligence artificielle en tout ou en partie. GPT-0 avait estimé qu'ils étaient rédigés par des êtres humains. Donc, à quoi bon? J'ai écrit un texte dans la conversation, je l'ai intitulé « J'ai testé un outil de détection de chat GPT et j'ai
perdu mon temps. Voilà, boum. Autre chapeau. Voilà. Comme journaliste maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, ça me faisait un peu peur, l'intelligence artificielle. J'ai fait une autre expérience. Ça, c'est l'interface de ChatGPT que vous connaissez sans doute, l'interface web si vous l'avez utilisé. Pour moi, c'est comme utiliser ChatGPT comme un noob, comme un newbie. On peut utiliser GPT comme un pro. Allez-y, excusez-moi, le clicker et j'ai de la difficulté avec, je vais me placer de ce côté-là. Il y a moyen d'utiliser GPT-0 comme, pas GPT-0, mais ChatGPT comme un pro. Voilà. Ah, my God. Boum, boum. Et voilà. Ce que je veux vous raconter, c'est que il y a moyen d'utiliser programmatiquement GPT. Okay? Ne pas passer par l'interface web. Je l'ai fait pour mener une expérience. Donc, j'ai pris une dizaine de textes, quelques dizaines de textes même, en fait, d'un site Internet américain de désinformation qui s'appelle Gateway Pundit. Okay? Et j'ai demandé à GPT de traduire ces textes-là, de les rendre un peu plus sensationnalistes, d'ajouter des superlatifs et de les adapter aussi au contexte québécois, de mettre tout ça dans du code HTML, d'ajouter du code SVG pour un petit titre que j'avais, et voilà, de me publier tout ça, de me créer des pages web. Okay? Voici quelques exemples de ce que ça a donné. J'ai nommé mon faux média de désinformation, l'Express de Montréal, et voilà, l'horreur à Montréal, la police ouvre le feu sur des manifestants. Oh my God! Si on fait de la... Si on est comme une majorité de gens qui propagent la désinformation, on ne lit que le titre, mais quand on lit le texte, on se rend bien compte qu'il est question, en fait, de l'émeute au Capitole le 6 janvier. On reconnaît Steve Bannon. Hein, voyez-vous, les autres exemples sont à l'avenant. Scandale à la Cour suprême du Québec, ça n'existe pas. Le maire de Montréal ment sous serment, c'est la mairesse de Washington. Voyez-vous, ce n'est pas tant le contenu ici qui compte, c'est l'exercice de facilité d'utilisation programmatique répétée d'un outil comme celui-là pour générer du texte, générer des choses qui n'existent pas. Okay? Si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu peaufiner l'exercice pour rendre des textes encore plus plausibles. Mais je me suis arrêté assez vite. J'ai généré en 1h35 pages web de désinformation. Savez-vous combien ça m'a coûté? Un chiffre comme ça? Là? Hein? 5 $? Qui dit mieux? 1,51 $. On l'a vu trop vite. Alors, 2 $ canadiens à peu près seulement. Alors, c'est dangereusement facile. Troisième chapeau. Quand on combine les chapeaux de prof et de journaliste, je vous ai dit que je me réconciliais un peu avec l'intelligence artificielle et non pas avec ce clicker. Alors voilà, on utilise déjà en journalisme, dans notre programme, l'intelligence artificielle dans des cours pour résumer, comparer des textes. Un exemple de comparaison de texte, le budget du Québec, par exemple, y a quelque chose de plus intéressant que ça? Le budget du Québec 2023, quand il est produit, on veut voir comment il se compare au budget de l'année précédente. Ben voilà, on peut soumettre les résumés des deux présentations budgétaires et demander à GPT de sortir 5 différences. Puis ça se tient debout, là, ce qui est proposé ici comme différence. Réduction des impôts. Excusez-moi, ça va trop vite. On peut aussi générer du texte à partir de données structurées. Tu sais, en journalisme, on a beaucoup d'étudiantes qui veulent faire du journalisme sportif. Alors moi, j'aime bien leur présenter l'interface de programmation de la Ligue nationale, qu'on a vu apparaître un peu trop vite. Alors, on voyait du texte, on voyait du code JSON, voilà, oh my God. Voilà le code JSON d'une partie du mois de janvier, d'un but, en fait, de Raphaël Harvey-Pinard dans une partie du Canadien en janvier. C'est un peu difficile à lire comme ça. On peut demander à GPT de traduire ça en français en allant chercher les éléments clés. Ça donne le texte qu'on voyait, voici, qui est imparfait encore, hein, qu'il faudrait, tu sais, il y a des choses qui n'ont pas d'allure, mais on peut, en passant plus de temps que je ne l'ai fait, peaufiner la chose. Un autre exemple, GPT peut combler les lacunes de la reconnaissance optique de caractère. Exemple, j'aime bien plonger dans les archives, ça c'est le premier exemplaire du Devoir.
l'éditorial d'Henri Bourassa, le fondateur, avant le combat. Hein, il est très lisible maintenant dans la version PDF, mais ce qu'il y a derrière, il y a une reconnaissance optique de caractère qui a été faite et c'est très souvent pourri. Hein. On le voit, le décovoir. Vous voyez ici, le devoir appuiera les honnêtes gens et dénoncera les éoquius. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, au juste? Les éoquius. On peut prendre ce texte, dire à ChatGPT, c'est le résultat d'une reconnaissance optique de caractère pourri. Peux-tu me remplacer les bons, les mots qui n'ont pas d'allure par des mots qui en ont? Et ça fonctionne. Les quelques tests que j'ai faits, ça marche bien. Le devoir appuiera les honnêtes gens et dénoncera les coquins. Alors, parlant de coquins, j'en ai un bon pour vous. On fait aussi, depuis plusieurs années même, en journalisme, du traitement automatique du langage naturel pour extraire du sens de grands volumes de texte. Et voici le coquin que j'avais pour vous. Mathieu Bock-Côté. J'ai une étudiante qui s'est intéressée à lui et à l'utilisation, je vais rester là, je ne mettrai pas de qualificatif, qu'il fait de ces mots, okay, dans ses textes. Donc, l'étudiante est allée pour l'épouvantail qu'il agite, là, pour décrire les gens qui ne correspondent pas à sa vision étroite du monde. Alors, l'étudiante s'intéressa à ces deux mots-là, est allée chercher 5 années de texte de M. Bock-Côté et juste regarder combien de fois il les avait utilisés. Voilà, des analyses de traitement du langage naturel. Premières années, jamais. Tout d'un coup, boum, ça commence. On en a trouvé moins qu'elle pensait, mais je vois là un formidable embryon de thèse, de mémoire de maîtrise pour aller plus loin. C'est bien beau combien, mais comment on l'utilise? Dans quel contexte on l'utilise? C'est ça, j'en parlais avec Francis. Moi, je serais honoré, Francis, si l'étudiante va bel et bien à la maîtrise, que Francis fasse partie du jury d'une telle thèse. Hein? En examinant pas juste l'utilisation de ce mot-là par M. Bock-Côté, mais d'autres sources, d'autres médias, dans les réseaux sociaux numériques également, pour dire quoi au juste. Il y a de l'apprentissage non supervisé aussi qui peut nous apprendre, qui peut nous informer de ce qu'on fait dire, de ce qu'on veut dire quand on utilise ces mots-là. Alors, voyez-vous, pour moi, l'intelligence artificielle, pas juste ChatGPT, mais l'intelligence artificielle et la programmation aussi, c'est important pour moi que nos étudiants, que les journalistes apprennent ça pour qu'ils répondent mieux qu'ils fassent un meilleur job de défense de l'intérêt public. On n'apprend pas le langage des robots pour les imiter. Je pense ce qu'on attend des journalistes, c'est qu'ils demandent des comptes au pouvoir. Mais aujourd'hui, les pouvoirs, ils sont incarnés. Ils sont dans des immenses bases de données qui appartiennent à des multinationales, qui gèrent tout ça avec des algorithmes. Donc, c'est peut-être pour mieux leur résister. On parle beaucoup d'éthique de l'IA. Moi, j'haïs ça, ça me fait... Quand j'entends éthique de l'IA, j'entends un secteur économique qui nous dit « faites-nous confiance, on est capable de s'auto-réglementer ». Même chose quand on entend IA responsable, je suis aussi dubitatif. Je pense qu'il faudrait... Les raisons pour lesquelles j'apprends à mes étudiantes et les étudiants à programmer, pour moi, c'est pour faire de l'autodéfense numérique. De la même façon là, il y a presque 20 ans, un bon livre de Normand Baillargeon, le petit cours d'autodéfense intellectuelle, a été écrit. Il y avait le chapitre 2 là, qui parlait des mathématiques, mais il faudrait ajouter un chapitre, je pense, sur l'autodéfense numérique. Monsieur Baillargeon disait savoir compter pour ne pas s'en laisser compter. Moi, je dis qu'il faut savoir programmer pour ne pas se faire enfiroiper par les GAFAM de ce monde. Merci. C'est allumé, ça? Oui, yes. Dernière question. Il reste 4 minutes. Est-ce que M. Roy a dépassé de 1 minute? Donc, on a notre présentateur, Fabrice. Est-ce que tu vas demander si l'intelligence artificielle peut faire des petits bonhommes sur Paint? Je ne demanderai jamais ça. Mais est-ce que l'intelligence artificielle peut faire des petits bonhommes souris? Non, mais d'abord, bravo pour la présentation. C'était super intéressant. Question, là, on est dans le contexte du programme de journalisme, en fait. Je pense que je vous ai vu au pôle international sur l'intelligence artificielle la semaine passée. Il y a 2 semaines, une journée de réflexion à l'Université de Montréal. Pas mal sûr qu'on était là. Ouais. Ouais. Puis c'était
pour ceux qui n'y étaient pas. On parlait de l'intelligence artificielle dans un contexte collégial, en fait. Là, pour le programme de journalisme, je comprends, c'est fantastique, c'est beau, c'est le fun. Pour, mettons, la formation générale au cégep, qu'est-ce que vous proposeriez? Est-ce qu'on fait juste de l'autodéfense? Est-ce qu'on l'intègre au cours? C'est quoi le point de vue que vous adoptez là-dessus? Oui, grosse question. J'ai même posé la question aussi à des collègues. Est-ce qu'on on intègre des cours de programmation dans les cursus, au secondaire, au primaire? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Honnêtement, je ne le sais pas. Moi, je pense que c'est important de l'apprendre à nos étudiants, nos étudiantes qui sont en journalisme, qui vont faire un travail. L'information aujourd'hui, elle a une forme numérisée, donc pour moi, c'est important qu'ils puissent être capables d'aller, oui, d'aller épuiser, d'aller faire des recherches, puis ensuite de l'interpréter, et pour pouvoir poser des questions, tu sais, pouvoir mieux poser des questions, mieux défendre l'intérêt public. À savoir si on élargit ça plus largement, est-ce que de savoir programmer, ça fait de meilleurs citoyens? Est-ce que ça donne, hein? Est-ce qu'on a besoin de ça maintenant? De la même façon que si je suis le raisonnement de parallèle avec Normand Baillargeon, il dit qu'il faut savoir compter, donc ça fait longtemps qu'on apprend aux gens à savoir compter pour en faire de meilleurs citoyens. Est-ce qu'il faut faire la même chose avec la programmation? Peut-être, mais je n'ai pas de réponse définitive là-dessus. On a le temps pour une autre question. Une en arrière. On dit bonjour à un bénévole Joël en même temps. Oui, ben merci beaucoup pour la présentation. En fait, je me demandais, est-ce que ChatGPT, ça a vraiment un gros impact en ce moment ou c'est vraiment comme un peu sensationnaliste au sens, est-ce que vous voyez des étudiants l'utiliser pour remettre des travaux? Parce que moi, j'ai fini l'université, je ne suis plus étudiante, donc, puis je trouve ça je me dis, j'utiliserai jamais ça pour faire un travail. Tu sais, j'aurais jamais le réflexe de le faire. Donc, est-ce que vous voyez vraiment ça dans votre quotidien? Là, je vois des réactions, mais puis comment on gère ça Oui. concrètement? Voilà. Oui, c'est là, ça existe, c'est utilisé. Alors, moi, ce que je dis jusqu'à maintenant, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, je dis aux nos étudiants, c'est correct, vous pouvez vous en servir, mais pour ce qui est pour tout ce qui est pour la forme, donc pour améliorer votre texte, c'est correct. Mais pour tout ce qui est du fond, là, j'ai un problème. Et je pense qu'ils le voient. J'entends des étudiants aussi en discuter eux-mêmes. Ils voient les limites de l'outil dans son état actuel. Qu'est-ce que ce sera le mois prochain? Qu'est-ce que ce sera en septembre? Je veux dire, ça va être différent, je pense, en septembre. On aura peut-être une autre discussion. On va devoir continuer. Par contre, on vous invite à poursuivre vos échanges avec M. Roy après les présentations. C'est vraiment ça la magie de Bistro Brains, c'est qu'on tombe dans l'informel, le personnel, le chaleureux. Donc, on va garder votre curiosité pour la suite. Merci encore une fois, Jean-Yves Roy, pour la présentation.